Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de ce premier chapitre de la première spécialité et qui s'intitule donc Application spectrophotométrie UV visible. Donc en fait, tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, eh bien on va pouvoir en tirer des applications et cette application c'est la spectrophotométrie UV visible. Alors spectro ça veut dire le spectre de la lumière, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, photo lumière, métrie c'est la mesure. Et donc on va se limiter nous aux UV, c'est-à-dire à l'ultraviolet et au visible. Alors donc on a vu que certaines espèces chimiques étaient colorées en solution, tout simplement parce qu'elles absorbent une certaine partie des radiations visibles de la solution. Donc à partir du moment où vous avez une solution qui absorbe dans le domaine visible, elle va être colorée. Et donc nous on va pouvoir utiliser cette propriété-là pour pouvoir mesurer une grandeur que l'on avait vue en TP qui s'appelle donc l'absorbance. Et donc avant de définir cette grandeur-là, on va essayer de voir ce que c'est qu'un spectre d'absorption. Alors en TP, on avait vu quelque chose, c'était quoi? C'était cette manipulation-là. Alors je vous montre le TP, voilà, c'est cette partie-là. Donc il y avait plusieurs documents. Ce qui va m'intéresser donc, c'est cet instrument qui s'appelle le spectrophotomètre. Alors qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez ici, j'ai une source de lumière blanche. Ensuite, elle va passer dans quelque chose qui va permettre d'avoir une fente. Voilà, tout simplement, on va prendre un dispositif avec une fente. On va passer ici dans un prisme, c'est-à-dire un système dispersif, qui va permettre d'obtenir le spectre de la lumière blanche. Et ensuite, vous avez un appareil qui s'appelle un monochromateur, qui va permettre de sélectionner une seule et unique radiation, donc une seule et unique couleur. Cette couleur on va mesurer l'intensité lumineuse qu'on connaît au départ, on va la faire passer dans la solution, et ensuite ici, on a un capteur qui va permettre de mesurer la lumière qu'on va récupérer. Et donc, comme si la solution absorbe, l'intensité lumineuse finale sera plus faible que l'intensité lumineuse initiale, et on va mesurer cette différence qu'on va appeler donc cette absorbance. Alors, cette absorbance, donc, je vais pouvoir la définir suivant les radiations, c'est-à-dire suivant les couleurs, et vous savez que les couleurs, on peut les caractériser par ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, je vais revenir ici sur le plan de cours. Donc on va tracer quoi? Cette absorbance ici en ordonnée, en fonction de quoi? De la longueur d'onde. Et donc pour chaque longueur d'onde, on va définir une valeur d'absorbance. Donc on obtient ce genre de courbe qui se trouve ici. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption. Donc on peut faire ça pour n'importe quelle solution colorée. On va avoir forcément un pic qui va apparaître dans le visible. Alors, je vais vous laisser noter la définition ici. Donc le spectre d'absorption d'une espèce chimique en solution est une courbe obtenue à l'aide d'un spectrophotomètre. Cette courbe représente ici, en fonction de la longueur d'onde, donc la longueur d'onde, ça va être en gros la radiation qui va être ici pour la couleur, qu'on va noter par le symbole lambda. Donc voici la valeur lambda. Si vous ne savez pas comment ça se prononce, je vais vous le marquer ici. Donc lamb, pardon, c'est un B. Je vais le refaire commencer. Tac, tac, tac. Lambda. Voilà. De la lumière, une grandeur, donc qu'on va appeler donc l'absorbance. Donc ça va être absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et cette fois-ci, on va la noter donc A majuscule. Et cette grandeur est sans unité. C'est l'avantage, c'est qu'elle n'a pas d'unité. Alors, je vais vous laisser noter la définition de l'absorbance. L'absorbance, donc notée A majuscule, mesure la capacité d'une solution à absorber la lumière à une longueur d'onde donnée. Alors, si A est égal à 0, c'est-à-dire que si elle n'absorbe pas, votre solution, forcément, n'aura pas de couleur, donc elle sera incolore. Si ici on avait par exemple le minimum du minimum, ça veut dire que pendant tout le visible, elle n'absorbe pas, ça veut dire qu'elle sera incolore. Alors ici, vous voyez que cette solution absorbe dans le visible, ça veut dire qu'elle sera forcément colorée. Alors comment savoir quelle est la couleur de cette solution? Alors ce qui va nous intéresser surtout, c'est uniquement la valeur où j'ai le maximum d'absorbance. Alors si vous regardez bien la courbe, elle absorbe à peu près de là jusque là à peu près, donc quasiment dans tout le visible, mais elle absorbe bien beaucoup, enfin bien pas bien beaucoup plus, elle absorbe bien plus, pardon, à cette valeur-là. Donc à cette valeur-là, on va pouvoir définir la longueur d'onde qui va correspondre à ce maximum. Cette longueur d'onde, alors on peut se tracer des petits pointillés ici si on veut. Bon, c'est pas ça. Tac. Donc on va tracer des petits pointillés. Et donc ici, on va pouvoir définir ce que l'on appelle le lambda max. Alors le lambda max, non, c'est plutôt la longueur d'onde. Lambda, ça veut dire longueur d'onde. C'est la longueur d'onde du maximum d'absorption. Et donc cette valeur, on la notera lambda max. C'est la seule qui va nous intéresser pour pouvoir déterminer la couleur de la solution. Donc on définit lambda max comme étant la valeur, la longueur d'onde, pardon,
du maximum d'absorption, ici. Alors, du coup, maintenant, eh bien, si je connais la valeur du lambda max, je vais pouvoir déterminer la couleur de la solution. Donc, regardez bien ici, donc dans cet exemple, le spectre d'absorption de la solution de permanganate de potassium montre qu'elle absorbe dans le, regardez bien ici, on est dans le vert. Donc, absorbe le vert. Alors, si on veut être plus précis, on va dire que il va être compris entre, alors je regarde bien, bon, allez, on va faire très approximatif, entre là et là, donc vous voyez, j'absorbe vraiment beaucoup plus dans le vert. Donc je suis à peu près entre 500 nanomètres et puis 500, allez, 75 nanomètres, on va dire à peu près. Et donc dans ce cas-là, si je sais que j'absorbe le vert, eh bien la couleur de la solution aura la couleur complémentaire, c'est-à-dire, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça d'après mon cercle chromatique, regardez bien le vert, eh bien la couleur complémentaire en face, c'est le magenta. Et donc la solution de permanganate de potassium est bien magenta, une sorte de rose, et parce que justement, eh bien elle absorbe au maximum dans le vert. Voilà, donc ça va nous permettre donc de connaître la couleur de la solution. Donc d'après le cercle chromatique, la solution apparaît magenta. Alors en TP, on s'était posé la question de savoir quels étaient les paramètres qui pouvaient influencer justement cette absorbance. Et on était arrivé à la conclusion qu'en fait il existait globalement trois paramètres qui vont le plus influencer cette absorbance. Et donc ces trois paramètres sont résumés dans une loi qui s'appelle la loi de Beer-Lambert. Alors la loi de Beer-Lambert, elle vous dit que l'absorbance d'une solution colorée a une longueur d'onde lambda bien précise. Alors nous, par contre, quand on fera des mesures d'absorbance, on va se positionner à une seule unique longueur d'onde. Et pour que ça fonctionne le mieux, on prendra toujours le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde du maximum d'absorption. Et donc cette loi vous dit qu'elle est proportionnelle justement à trois paramètres. Eh bien, la concentration molaire qu'on va noter C, l'espèce chimique colorée d'ici à l'intérieur, bon ça va dépendre forcément de l'espèce, et en même temps de l'épaisseur qu'on va appeler petit l de la solution. Et donc cette loi vous dit que tout ça c'est proportionnel, c'est-à-dire que votre absorbance est égale à quoi? Eh bien, à un coefficient qui va dépendre de la solution, qu'on va noter epsilon, je vais le noter ici. Donc voici epsilon. Donc epsilon, donc ça c'est un coefficient qui va tout simplement dépendre de votre solution colorée. Je vais le multiplier par la longueur de l'épaisseur de votre cuve, alors voilà, qui sera généralement de 1 cm, fois la concentration molaire de votre solution. Alors donc avec A qu'on va marquer donc qui est sans unité, on l'avait déjà vu, L qui va être en centimètres la plupart du temps, et C, donc c'est une concentration, ce sont des mol par litre. Et epsilon, lui, il a une unité. Alors, comment faire pour trouver l'unité de epsilon? Alors, pour trouver l'unité de epsilon, je vais me servir de ma formule. Il faut savoir qu'en physique-chimie, toutes les formules que vous allez avoir, sont ce qu'on appelle homogènes. Comme il s'agit ici d'une égalité, homogène, ça veut dire que l'unité de ce que vous avez à gauche est forcément égale à l'unité de ce que vous avez à droite. Donc, en fait, imaginons que je vais réécrire cette formule, mais non, avec les unités. Alors ça ne se fait pas trop ce que je fais ici, ne le faites pas vraiment, c'est juste que c'est pour mieux comprendre. Alors vous verrez ça en terminale, ça s'appellera donc vérifier l'homogénéité d'une formule, on verra comment ça se fait un peu plus tard. Là je vais juste faire ça comme ça, histoire de comprendre. Alors la formule c'est A égale epsilon fois L fois C. Donc moi ce que je veux, ce sont mes unités, donc je vais remplacer par les unités. Alors A c'est sans unité, donc c'est la valeur 1. Epsilon, c'est ce que je cherche. L, ce sont des centimètres. Et une concentration, ce sont des moles par litre. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, je peux la mettre autrement. Je peux dire que c'est égal à epsilon fois des centimètres fois des moles que je divise par des litres. Et donc maintenant, ce que je vais vouloir avoir, c'est l'unité de epsilon. Je vais tout passer de l'autre côté. Donc epsilon, c'est quoi? Ça va être des litres multipliés, des litres que je vais donc diviser par des centimètres, que je vais diviser aussi par des moles. Et donc ça va être l'unité de votre epsilon qui va se trouver ici. Donc je peux le mettre autrement. Si je mets tout sur, sous forme de puissance, j'ai L, point centimètre moins 1, point mol
-1. Donc ça, c'est l'unité de votre epsilon, qui a un petit nom qui est marqué en dessous, qui s'appelle le coefficient d'extinction molaire. Alors, donc epsilon, c'est donc des litres par centimètre par mol, ici. Voilà. Donc epsilon, c'est quoi? C'est le coefficient d'extinction molaire. Et donc c'est lui qui va dépendre de la solution. Suivant la solution que vous allez avoir, donc cette valeur sera toujours donnée. Hein. Ou alors on pourra la déterminer par graphiquement. Soit on la détermine graphiquement, soit les données. Voilà. C'est pas forcément à savoir le nom. Enfin, si je peux vous le donner, mais je vous le demanderai pas en contrôle de toute façon. Alors, il va dépendre de plein de paramètres. Il va dépendre forcément de l'espèce colorée. Voilà. Il va dépendre aussi de la longueur d'onde qu'on va utiliser. C'est pour ça que nous, il faudra toujours se mettre au lambda max, c'est là où ça fonctionne le mieux. Et ensuite, du solvant, de la température aussi, ça peut changer aussi la couleur de la solution. Voilà. Ensuite, une petite remarque. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, on a une relation de proportionnalité, puisque je multiplie ici, je suis proportionnel à la concentration. Alors, le problème ici, c'est que ça, pour votre appareil, il faudra absolument vérifier que votre solution n'est pas trop concentrée. En gros, ça pourra fonctionner uniquement si votre solution est suffisamment diluée pour qu'elle l'absorbe, mais pas trop. Donc il ne faut pas que ce soit trop foncé. Si la solution est trop foncée, eh bien cette loi ne pourra pas fonctionner, ce ne sera plus proportionnel, ce sera autre chose. Et donc on vous dit ici remarque. Donc si une solution est trop concentrée en espèces chimiques colorantes, donc trop foncée, la loi de Berger-Lambert n'est plus valable. Il faudra donc d'abord diluer les solutions avant d'en mesurer l'absorbance. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra donc avoir une solution moins concentrée pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas quelque chose qui est proportionnel à la concentration, la loi de Berger-Lambert ne s'applique pas, et dans ce cas-là, il faut diluer, il faut recommencer l'expérience avec une solution moins concentrée. Alors, à quoi va servir cette loi de Berlambert? Eh bien, elle va servir à déterminer la concentration d'une solution colorée inconnue. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réaliser ce que l'on appelle un dosage. Un dosage, c'est quoi? Ça veut dire déterminer la concentration d'une espèce inconnue. Alors, pour le dosage spectrophotométrique, ça va nous permettre de déterminer la concentration seulement d'une solution qui va être colorée. Et pour cela, on va réaliser ce que l'on appelle une courbe d'étalonnage. Je vais me dire ce que c'est juste après. Donc la courbe d'étalonnage, donc qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Je vais la réécrire à côté, ça va être plus simple. Donc votre loi de Berlambert, elle vous dit que l'absorbance est proportionnelle à un coefficient fois la longueur fois la concentration. Alors cette partie ici, ça, la longueur, c'est votre cuve. Et ça, c'est pareil, c'est constant. Les cuves qu'on va utiliser, nous, en TP de chimie, sont de 1 cm. Donc la longueur, elle influence, mais on va toujours prendre la même longueur. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est une sorte de coefficient K. Et donc, on va dire que globalement, si je dis que la loi de Berlambert, c'est tout simplement un coefficient K fois la concentration. C'est-à-dire qu'en gros, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Ce qui veut dire que si je trace le graphique, A en fonction de C, que je vais pouvoir noter ici, hein, donc A égale F de C, hein. Alors ça, vous ne le notez pas, mais c'est comme si on notait Y égale F de X. C'est la même chose qu'en mathématiques. Le A, c'est mon Y, c'est normal, c'est l'ordonnée, et le C, c'est le X, c'est-à-dire ce sont les abscisses. Donc si je trace ce graphique A en fonction de C en mol par litre, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais forcément obtenir une droite. Donc une droite qui passe par l'origine. Comment est-ce que je vais faire ma droite? Je vais faire comme ceci. Je vais tracer ma droite qui va passer par l'origine, hein, puisque c'est ici une fonction donc linéaire. Donc on va avoir une droite qui va passer par l'origine. Alors comment est-ce que je fais pour avoir ma droite? Mathématiquement, on a besoin de 2 points. Expérimentalement, on va prendre plus que des points. C'est-à-dire qu'en fait, pardon. Donc en fait, moi ce que je veux, c'est plusieurs points. Je veux par exemple des coordonnées, je veux l'absorbance, en fonction de la concentration. Comment est-ce que je fais pour faire ça? Je vais fabriquer des solutions qu'on va appeler des solutions étalons. Donc je connais la concentration et je vais mesurer l'absorbance correspondante. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça une courbe d'étalonnage, puisque justement je vais placer des points sur mon graphique en connaissant la concentration de mes solutions et en mesurant l'absorbance. Alors connaître la concentration,
solution, bah, ça se fait par dissolution ou dilution. Donc je connais les concentrations que je fais, je les mets dans mon spectrophotomètre, je me place à la longueur d'onde du maximum d'absorption et je mesure son absorbance. Et donc si on fait ça, et si ma solution n'est pas trop concentrée, on va obtenir des points qui vont être alignés les uns par rapport aux autres et qui vont donc passer par l'origine. Et là, du coup, je vais pouvoir tracer ma droite d'étalonnage, donc à peu près comme ça. Donc elle passe forcément par l'origine puisque la loi de Berlambert est une fonction linéaire. Et donc je peux tracer ici ma droite. Donc voilà, ça veut dire que j'arrive à tracer ma courbe d'étalonnage. Une fois que j'ai tracé cette courbe-là, il suffit de prendre ma solution inconnue, de mesurer ma solution de concentration inconnue, de mesurer son absorbance et de retrouver la concentration. Alors regardez bien, imaginons que je trouve une absorbance égale à telle valeur ici. Tout simplement je vais reporter sur ma courbe cette valeur, je vais trouver donc ici ma concentration de la solution inconnue. Donc c'est comme ça que ça permet, cette loi de Berlambert va permettre donc de déterminer la concentration des solutions inconnues en traçant premièrement une courbe d'étalonnage et en déterminant donc cette concentration. Ça s'appelle donc faire un dosage, c'est-à-dire déterminer la concentration d'une solution inconnue. Donc c'est ce qu'il y a de marqué en dessous. Cette courbe permet de réaliser le dosage d'une espèce chimique, c'est-à-dire c'est marqué là, donc c'est-à-dire de déterminer la concentration d'une espèce en solution. Voilà, donc ça ce sont les étapes qui vont permettre donc de réaliser ce dosage que l'on fera en TP. Donc premièrement il faudra choisir la longueur d'onde du maximum d'absorption, lambda max. Alors soit elle est déjà donnée, soit il faut la mesurer avant en faisant le spectre, donc ce spectre qui se trouve, ça a du mal là, qui se trouve là, voilà le spectre d'absorption. Donc soit on fait le spectre d'absorption, soit la longueur d'onde est déjà donnée. Ensuite, on fait le blanc, c'est-à-dire on mesure l'absorbance de la cuve avec le solvant pour définir l'origine de l'absorbance. En fait, ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas un blanc, votre courbe, ce ne sera pas une droite linéaire, ce sera une droite affine. En fait, elle aura une ordonnée à l'origine. Donc en fait, ça veut dire que cette droite-là, en fait, au lieu d'être comme ceci, elle sera probablement décalée. Alors, on aura toujours la pente, puisque la pente ne changera pas, le coefficient K ne changera pas. Par contre, c'est vrai qu'elle pourrait être décalée par rapport à son ordonnée à l'origine. Bon, c'est pas très très grave, mais c'est mieux que ça passe par l'origine. Ensuite, mesurer l'absorbance de différentes solutions de concentration connues en soluté. Donc c'est les points que j'ai fait ici, là, les 4 petits points. Alors généralement on en fait 3, 4, 5. Donc 4 c'est bien je trouve. 2 c'est pas suffisant. Parce que expérimentalement on va avoir trop d'incertitudes. 4 c'est pas trop mal. Ensuite on trace la courbe d'étalonnage. On mesure l'absorbance de la solution dont il faut déterminer la concentration. Et ensuite on lit la concentration correspondant sur la courbe. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire en TP. On va réaliser ça. Je vais vous donner une solution. On ne connaît pas la concentration, ce sera à vous de la déterminer. Voilà, j'en ai terminé pour ce cours. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.